Bonjour à tous, voilà, donc j'ai été invité à vous parler de l'acidification de l'océan et donc j'ai décidé de vous faire un petit message assez simple, mais donc si vous voulez aller dans les détails, n'hésitez pas, comme Pascaline l'a invité, à poser des questions et je serai ravi de vous répondre. Donc on va aller simplement directement au but. Donc tout d'abord, il faudrait vous poser la question, qu'est-ce que l'acidification des océans? Donc l'acidification des océans, c'est bien une acidité accrue des océans. Mais d'abord, il faut savoir qu'est-ce que l'acidité. Donc je sais que vous avez eu l'occasion, et quand vous mangez au jour le jour, vous faites face à l'acidité. C'est-à-dire que quand vous buvez de l'eau pure, c'est très doux au niveau de la saveur, mais par contre, quand vous passez sur du jus de citron, par exemple, vous sentez ce côté acide. Et donc, c'est ça qu'on appelle l'acidité. Et l'acidité, en fait, on utilise une sorte d'échelle pour la déterminer. Et une solution acide comme le citron apporte en chimie ce qu'on appelle des ions hydrogène. Et donc, pour calculer sur cette échelle d'acidité, euh, pour le quantifier, on va utiliser ces ions hydrogènes qui sont relâchés par les solutions acides et on va utiliser ce qu'on appelle une formule chimique qui s'appelle le potentiel d'hydrogène, le TPH, et c'est une mesure de l'activité ou de la concentration de ces ions hydrogène. C'est assez simple, c'est comme ça va de 0 à très très acide jusqu'à 14 à très très alcalin. Et donc, plus le pH est bas, plus votre solution est acide. Et pourquoi, vous me direz, les océans s'acidifient? Eh bien, c'est à cause de l'augmentation du dioxyde de carbone, du CO2, dans l'atmosphère. Donc, je vais reprendre un peu les étapes, la chaîne des événements pour que vous compreniez jusqu'à comment ces océans s'acidifient. Donc, en fait, nous produisons du CO2 tous les jours par nos utilisations. Donc, on pollue d'une certaine manière l'oxygène. Donc, naturellement, il y a du CO2 dans l'atmosphère, mais avec les activités qu'on a tous les jours, on émet encore plus de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Et ça depuis l'ère, ce qu'on appelle industrielle. Les usines produisent du CO2, les voitures produisent du CO2, tous les jours on produit du CO2. Et donc ça va s'accumuler au sein de cette atmosphère. De la même manière, lorsqu'on va travailler sur ce qu'on va déforester ou on va couper des arbres, on va avoir aussi une émission. Et donc, c'est les deux principales émissions de CO2 dans l'atmosphère. Ensuite, la moitié du CO2 reste dans cette atmosphère. Ça se provoque d'ailleurs, comme on a cette augmentation de CO2 dans l'atmosphère, on va provoquer ce qu'on appelle le réchauffement climatique. Je ne vais pas m'arrêter sur cet aspect-là, je vais surtout parler de la suite. L'autre moitié du CO2 va être absorbé à la fois par les océans, parce que ça va être ce qu'on appelle un tampon, donc il y a un équilibre chimique qui va se passer entre ce qu'il y a dans l'atmosphère et dans l'océan, mais aussi par la terre, les sols, les arbres, ils vont pomper pour grandir, parce que ça utilise aussi, on a dans leur biologie, ils utilisent du CO2. Et donc, on va avoir deux puits à CO2. Et vous savez très très bien que la Terre, qui n'est pas vraiment une Terre, puisqu'il y a beaucoup plus d'eau que de terre. Donc on est sur 70% d'océans et de mer sur la Terre. Et cet océan, avec l'augmentation, on quantifie qu'actuellement, par jour, elle absorbe 24 millions de tonnes de CO2. C'est assez énorme par rapport à ce qui se passait avant cette ère dont je vous parlais, industrielle. Et donc, cet aspect CO2, en puisant ce CO2, il va y avoir une réaction chimique. Le gaz qui, lui, est acide, va se transformer avec l'eau, le H2O, en un acide aussi. Et donc, c'est là qu'on va augmenter cette acidité dont je vous parlais, avec cette gamme. Donc, on va réduire le pH, puisque je vous avais dit, dès qu'on est plus acide, on va vers un pH plus bas. Et l'acidité de l'océan, depuis l'ère industrielle, a augmenté de 30%. Ensuite, il faut savoir que cette 30%, c'est vraiment depuis les 40 dernières années. Vraiment, cette ère industrielle qu'on considère industrielle, c'est depuis les 40 dernières années. Alors, comment le sait-on? Mais ça, c'est simple, on fait des mesures. Et ces mesures, on les fait partout, à la fois dans l'air, pour contrôler effectivement l'augmentation de PCO2. Vous voyez à votre droite, sur le premier graphique, avec tous ces petits points, c'est des mesures qui ont été faites dans l'oxygène, dans l'atmosphère, pardon. Ensuite, on met des bouées, on va aller collecter de l'eau dans de l'eau de mer à différents moments avec différentes techniques
Et sur le deuxième graphique, vous allez voir, effectivement, vous allez voir la mesure de pH, de ce que je vous disais, avec une quantification de l'acidité dans ces océans. Et enfin, mais ça c'est plus tard, on fait d'autres mesures chimiques pour voir comment ce pH va modifier cette chimie. Parce que effectivement, vos océans, par l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère, va changer sa chimie. Et non pas que à cause de l'acidité, mais il y aura d'autres factions dont je vous parlerai un peu plus tard. Pourquoi est-ce un problème? Eh bien, effectivement, le problème, on peut se dire, acide, est-ce que ça va être comme du jus de citron? Non, ça ne va pas du tout ça. On va diminuer légèrement, enfin légèrement sur l'échelle du pH. Mais ce changement léger que vous voyez sur ces mesures de pH peut avoir des conséquences assez importantes sur l'écosystème marin. Parce que l'océan, ce n'est pas juste de l'eau. C'est des organismes qui vivent dedans, c'est des particules inorganiques, c'est du sédiment, c'est plein de choses. C'est un écosystème complet. Et donc, ce changement d'acidification, qui peut être très faible, puisque pour l'instant, on dit qu'avant l'ère industrielle, on était à un pH de 8, une échelle qui est assez plutôt basique. Là, on va les réduire, on va descendre à maintenant, on peut descendre à du 8, et certaines régions, on peut descendre à 8, très peu, c'est 0,2% en pH. Et c'est prévu que dans les 100 prochaines années, on va même descendre à 0,4, 0,5, ce qui est très faible. En réalité, c'est une échelle logarithmique, comme vous l'avez vu sur la mesure de pH. Et donc, cet effet n'est pas simplement léger, comme l'échelle l'indique, mais ça peut être très important sur des organismes marins. Alors là, je vous présente un petit dessin qui a été fait par un notaire, Mikaya, et qui donc dit, bien effectivement, ça change légèrement, mais ça devient de pire en pire. Effectivement, les modèles mathématiques, sur les données qui ont été prélevées par le passé, nous prédisent qu'effectivement, ça va aller de pire en pire, sauf si on fait les changements. Et l'impact futur sera dépendant des actions qu'on peut apporter maintenant ou dans les années qui viennent. Et donc, les organismes, l'écosystème marin va changer. Donc là, je vais aller un peu plus dans le détail pour voir au niveau de la chimie, même si c'est assez simple. Donc, vous avez votre usine qui est schématique de notre émission de CO2 dans l'atmosphère. Et donc, on va avoir ce système d'équilibre avec la mer, une acidification. Et donc, vous avez, comme je l'ai dit, là, en jaune, vous le voyez, vous avez plus de CO2 dissous. Ce composé qui va se lier à l'eau, qui va être une solution acide. Et donc, on va avoir des effets simplement sur la respiration des animaux affectés. Il y a des études qui le font. On va avoir aussi une concentration du CO2, parce que tous les organismes vivants ont du CO2 dans leur corps, mais très léger. Mais le fait que dans l'eau, on aura plus de CO2, eh ben dans l'organisme, on pourrait avoir plus de CO2 aussi dans son sang, dans les fluides qui permettent à l'organisme de vivre. En outre, on va relâcher, comme je vous l'avais dit, des ions, parce qu'elle va être plus solide, plus acide, on va relâcher des ions hydrogène. Et donc là, on va avoir vraiment un effet corrosif. C'est-à-dire que comme si maintenant vous mettez une pièce de monnaie qui est usagée et vous mettez du citron dessus, vous allez voir, vous allez une action de corrosion. Et donc, c'est de la même manière, les coquilles, les organismes qui vivent dedans vont avoir cet effet attaque directe de l'acide. Même si ça n'a pas l'air très élevé en termes de changement, c'est très important en termes d'organismes marins. Et enfin, par une équation chimique, il y aura aussi de la disponibilité, c'est pour ça que je l'avais mis dans la mesure, une des mesures qu'on fait souvent, c'est de mesurer aussi les carbonates. Et ces carbonates vont tendance, avec l'acidification qui augmente, on va avoir une diminution de la disponibilité de ces carbonates. Et ça, c'est très, très important pour certains organismes. Les organismes qu'on dit qui calcifient. Parce que, comme vous le voyez, une coquille de moule, un corail, ça, ce n'est pas uniquement des parties molles, comme vous le voyez quand vous mangez un plat de fruits de mer ou quand vous allez vous allez à l'aquarium et vous voyez des coraux. C'est aussi des parties dures. Et ces parties dures sont faites de carbonates qui vont effectivement être moins disponibles pour ces organismes et ça peut avoir un impact. Et donc, plein de chercheurs s'attaquent à cette question depuis qu'on sait effectivement qu'on a une diminution de ce pH depuis quelques années. On essaie d'estimer quel va être l'effet sur différents types d'organismes. Et donc là, je l'ai mis en anglais parce qu'effectivement, j'avais des informations là-dessus. On a des informations sur des changements de pH. Donc, vous avez ce qui a marqué contrôle avec des différents PCO2. Donc, PCO2, c'est une sorte de transformation du pH. C'est juste au niveau de l'équation, on ne parle plus en pH, mais on parle en PCO2, c'est-à-dire la concentration de CO2 dissous dans l'eau.
Et donc, vous voyez que le contrôle qui est en jaune, et on voit l'effet rouge ou l'effet positif vert. Et on voit que plus on avance dans l'effet du PCO2, effectivement, on va avoir un effet plus néfaste sur les organismes. Et donc, les chercheurs viennent avec des conclusions en disant, par exemple, que les organismes réagissent totalement différemment. S'ils ont une coquille, ils ont peut-être plus affecté. Si ce sont des algues, des macroalgues, elles vont peut-être réagir différemment, des crabes, des poissons. Et donc, il y a plein de types d'études qui sont faites en aquarium ou dans des mésocosmes pour essayer de comprendre quel va être le futur de ces organismes avec une diminution du PCO2, du pH ou l'augmentation du PCO2. Les coraux, comme je le disais, les organismes calcifiants vont subir les conséquences de cette acidification. Les herbiers, par contre, de fait de la présence de CO2, vont peut-être, les herbiers, c'est des herbiers de Posidonie, ce sont des macrophytes, comme des plantes, si vous voulez, dans la mer. Et ces plantes-là vont avoir tendance à être, ça va avoir des effets bénéfiques. Donc, il n'y a pas que du mauvais, mais le côté positif de l'acidification est très, très limité. En général, on dit que les organismes vont subir les conséquences de cette descente de pH ou d'acidification des océans. On sait aussi que, par exemple, les poissons, ça va être plus au niveau du comportement qu'ils auront. On sait, par exemple, qu'ils seront totalement désorientés. Donc, la biologie du poisson ne sera pas uniquement, ils vont se sentir mal et tout, c'est simplement au niveau cérébral. On sait que le comportement des poissons est affecté par la diminution du pH. Enfin, ça a une conséquence à des faits, en effet, en cascade. Par exemple, s'il est désorienté ou si ses proies sont moins disponibles parce qu'elles vont subir ce pH, eh bien, les prédateurs auront moins à manger. Et donc, par conséquence, on peut avoir clairement un déclin des prises de poissons dans la mer. Les pêcheurs, les aquaculteurs, c'est les gens qui produisent ce que vous trouvez dans vos assiettes, effectivement, vont pouvoir avoir moins de poissons ou moins de biologie. Et donc, en gros, l'écosystème va être touché. Et ceci n'est pas uniquement montré durant des expériences de chercheurs dans leur laboratoire ou dans des sites où on impose ce changement de pH. Il va être aussi montré et confirmé par des zones océaniques naturellement riches en CO2. Et donc, dans le monde, il y a quelques endroits où, naturellement, on a ce qu'on appelle des vents en anglais. C'est des zones où on a une production ponctuelle, vraiment locale, de CO2, et ça ne prend pas d'a priori, mais c'est vraiment localisé aux États-Unis, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, par exemple, à Naples. On a des zones où on peut étudier un écosystème qui a subi naturellement ce changement de CO2. Et là, ça nous confirme effectivement qu'il y aura moins de biodiversité dans ces écosystèmes-là, moins d'organismes calcifiants, des coquilles plus fragiles sur les bivalves, sur les mollusques, les moules, les huîtres, et des espèces plus envahissantes. Donc, il y aura vraiment un changement du fond marin à cause de cette diminution de pH. Et effectivement, on voit aussi l'augmentation de ces herbes marines, de ces plantes marines et des coraux qui seront dégradés, qui seront dans un moins bon état. Mais alors, autrefois, pour répondre aussi pourquoi est-ce un problème, cette acidification des océans, c'est parce que l'acidification des océans affectera par conséquent également les humains. On aura moins de nourriture, on aura moins de revenus et on aura moins d'habitats côtiers protégés. Car l'acidification des océans affectera de plus en plus, comme je vous l'ai dit, les poissons et la produits de la mer, la biodiversité, les récifs coralliens, et donc aussi, comme vous savez, les barrières de corail, ça protège les îles, et donc ça peut effectivement agir sur le bien-être des gens qui vivent sur les bords des îles ou sur cette communauté. Et le tourisme aussi, puisque quand les gens partent en vacances pour aller faire des plongées ou pour voir un cadre idyllique, eh bien, effectivement, la diversité sera moins importante. Et effectivement, ils seront moins attirés par des visites de sites. Par exemple, les récifs coralliens seront beaucoup moins intéressants parce qu'il y aura un changement complet de l'écosystème marin. Alors, la question est, que peut-on faire? Y a-t-il des solutions? Pardon pour la faute d'orthographe, je changerai. Mais donc, effectivement, c'est difficile de se dire, bah, écoutez, on laisse faire, on peut, à notre niveau, à votre niveau, on peut se dire, bah, non, c'est pas nous, c'est les décideurs, il y a rien à faire. Bah, je pense qu'en fait, oui, on peut faire des choses, simplement en dégeant avec des actions individuelles, en réduisant nos émissions de CO2, de dioxyde de carbone.
Et ça, vous allez me dire, mais comment on peut le faire? Mais simplement, là, je donne quelques exemples, mais par exemple, on sait que un puits autre que l'océan pour le CO2, c'est les sols, c'est les terres, c'est la forêt, les arbres. Eh bien, simplement, dès que vous avez l'occasion, vous plantez des plantes, par exemple, simplement, ou vous êtes dans une forêt, vous abîmez pas les plantes ou des choses comme ça. L'utilisation de voitures électriques, par exemple. Si vous avez l'occasion de rouler en vélo pour aller à l'école ou pour aller chez votre ami, vous pouvez utiliser aussi ces moyens de transport là, ou des moyens collectifs comme le train ou le bus, pour faciliter effectivement, pour pas chacun avoir sa voiture et produire encore plus de CO2. Et de manière générale, là j'ai fait un petit schéma où on voit un bœuf qui est en fait formé de différents légumes, et c'est simplement aussi avoir une consommation qui est plus raisonnée, c'est-à-dire en se disant, ben voilà, on sait que la production de viande peut par exemple avoir un effet sur la production de CO2. Donc, à votre échelle, bah, je me dis, bah, tous les jours, je ne mangerai pas telle viande, mais je mangerai un peu de légumes, un peu de viande. Diversifier son régime, ça peut déjà aussi être une action vers une réduction de CO2. Et après, effectivement, si chacun peut faire ses actions individuelles, mais ça changera pas mal de choses. Et ça poussera aussi peut-être les politiques à changer leur approche par rapport à ça. Et effectivement, à se dire, bah, voilà, moi, j'ai envie que mon océan reste comme il est actuellement, ou ma terre aussi par rapport au réchauffement climatique, et c'est une façon d'agir à son niveau. Et voilà, je vais terminer par simplement, parce qu'on m'avait demandé de présenter aussi pourquoi moi, Marc Métian, je vous parle de ce sujet, mais parce que moi je suis un scientifique, je travaille sur l'effet des stress environnementaux et sur les organismes marins, incluant l'acidification des océans. Donc je ne suis pas un spécialiste de l'acidification des océans spécifiquement, mais j'utilise ça comme un stress pour comprendre comment les organismes marins dans le futur vont réagir. Donc, si vous avez des questions sur mon parcours, il n'y a pas de problème. J'ai laissé mon adresse email par la suite et je serai content. Alors, je vous ai mis une photo de moi en train de plonger, en train d'observer les organismes marins. C'est pas toujours comme ça que ça se passe. Je suis dans un laboratoire, je travaille aussi sur des organismes pour essayer de comprendre leurs réactions, leur façon de vivre dans des conditions assez difficiles et voir si effectivement il y a des espèces qui réagiront mieux ou moins bien, et donc essayer d'estimer, d'aider mes collaborateurs à comprendre comment le futur est fait si on continue comme ça, si on continue à produire du CO2 et à avoir un océan qui devient de plus en plus acide. Mais la recherche, ce n'est pas uniquement des biologistes, ce domaine sur l'acidification des océans, c'est aussi d'autres chercheurs dans plein de domaines. Les gens qui vont étudier, par exemple, l'océanographie, c'est-à-dire mesurer dans l'eau avec des systèmes, des bouées où il y a des capteurs pour comprendre l'acidification. C'est les gens qui vont voir aussi sur le côté atmosphérique comment ça change, quelles vont être les conséquences. Les modélisateurs qui vont essayer de comprendre, mais si on mesure à différents endroits, comment ça va être dans le futur. La chimie, évidemment, puisque là, on parle d'un processus vraiment chimique au départ, puisque c'est vraiment le rôle de l'océan sur le rôle de cette augmentation de CO2 dans l'atmosphère qui va jouer sur la chimie de l'eau. Donc, on a des chimistes aussi qui travaillent là-dessus et des biologistes, mais aussi des gens qui vont étudier comment les sciences sociales, comment les gens qui vont avoir un océan dégradé pourront réagir par rapport à ça. Donc, c'est vraiment des questionnaires, voir un peu l'importance de ça pour aller monter plus haut et pour dire, ben voilà, si on change notre océan, par exemple, eh bien, ça va être catastrophique pour les populations. Et effectivement, on pourra avoir des relais multidisciplinaires, donc des scientifiques qui travaillent dans différentes disciplines ensemble pour essayer de monter le message plus haut pour les décideurs publics. Voilà, j'en ai fini avec ma présentation. J'espère que ça a été clair. N'hésitez pas à me poser des questions et je laisse aussi mon adresse email si vous avez des questions plus spécifiques ou vous n'avez pas envie spécialement d'en poser là maintenant. Voilà, merci. Un grand merci Marc pour cet exposé vraiment passionnant. Et donc effectivement, maintenant je vous propose d'échanger avec les élèves. Donc pour cela, alors de votre côté Marc, vous pouvez arrêter de partager votre écran, comme ça vous apparaîtrez en grand dans les classes. Alors là, on voit encore votre écran, mais on ne voit plus la présentation. Il faut faire arrêter de partager l'écran. Alors, du côté des classes, je vous rappelle, voilà, super. Du côté des classes, je vous rappelle donc deux techniques, soit une technique par écrit, et dans ce cas-là, c'est moi qui pose la question directement à Marc de votre part, ou alors plus spontanément, vous pouvez prendre la parole. Et donc, pour cela, il faut activer la petite main levée qui me signale que vous avez une question à poser à Marc.
Alors, les premières questions sont toujours les plus compliquées à arriver. Donc, on a une question qui arrive depuis la classe de Sabine Delbar. Donc, j'active votre micro, Sabine Delbar. Donc, on a une question de Jason. Donc, il arrive. Bonjour. Bonjour. Comment faites-vous pour déterminer le taux d'acidité dans l'océan et son évolution? Alors c'est assez simple, comme je vous ai dit, on a des systèmes qui peuvent mesurer, donc des bouées. On va avoir une sorte de pH mètre, c'est vraiment un pH mètre qui va être calibré. Et donc à ce moment-là, on peut voir l'évolution, soit de manière automatique, donc il va y avoir des prélèvements à différents temps, et donc on va pouvoir déterminer l'évolution de ce pH et de la recalibrer plus souvent. De la même manière, dans d'autres pays, les personnes peuvent simplement échantillonner, à retourner au laboratoire et mesurer avec ce qu'on appelle un pH mètre qui va doser cette acidité. Et de la même manière, on a des standards qui permettent d'être sûr que les mesures sont adéquates. On va vraiment calibrer la machine et calibrer la mesure avec des solutions dont on est sûr de l'acidité. De la même manière, sur le temps, si maintenant c'est des choses qui sont en développement depuis disons 20 ans, mais avant, il y a des systèmes pour déterminer le pH par le passé. On peut remonter à 1000 ans grâce à des mesures d'indicateurs dans des organismes marins qui ont collecté ou dans des glaces. On va pouvoir mesurer alors à ce moment-là le pH dans le temps, encore plus loin. Donc en recollectant maintenant, par exemple, une carotte de glace ou le squelette du corail, comme il croît et qu'on a l'information avec le temps dans ces carottes ou dans le corail, on va pouvoir déterminer avec des indicateurs du pH du passé. Les scientifiques ont développé des méthodes pour déterminer effectivement le pH dans encore plus longtemps. Donc on a à la fois des indicateurs de paléoclimatique qu'on parle, donc c'est effectivement grâce à ces carottes de glace ou ces carottes de corail, ou avec des mesures précises, avec des outils qui sont un pH mètre. On mesure aussi l'alcalinité, d'autres paramètres pour effectivement être sûr que les mesures de pH sont les bonnes. Alors, j'active le micro dans la classe de Nera Benmami Tapka. Bonjour, excusez-moi. Oui, je m'appelle Yasmina, je suis en seconde 1 et pour le projet de l'acidification des océans et les conséquences sur les coraux. Est-ce qu'il y aurait un moyen d'utiliser cette concentration de CO2 à des fins écologiques, c'est-à-dire d'aspirer le CO2 et de l'utiliser pour introduire une énergie à des endroits spécifiques pour limiter cette concentration en CO2 et d'utiliser afin que le monde marin soit plus... Très bonne question, merci de la poser. Alors, ce n'est pas ma spécialité, je vais essayer d'y répondre de la manière. Donc, on a effectivement des chercheurs, donc pas uniquement les chercheurs dont je vous parlais qui s'intéressent à l'impact ou à quantifier les problèmes qui se passent, mais on a aussi des chercheurs qui sont dans tout ce qui est technique, géotechnique, ingénieurs, qui vont essayer de trouver des systèmes. Effectivement, il y a différentes options pour effectivement de capter ces choses-là. C'est en développement. Pour l'instant, il n'y a pas d'outils à ma connaissance qui sont à l'échelle de la Terre fonctionnels 100%, mais effectivement, il y a des essais, des projets qui visent à faire cette fixation. Donc, effectivement, à capturer ce CO2, mais le problème, c'est qu'effectivement, qu'est-ce qu'on en fait? Mais oui, effectivement, il faut vraiment essayer de trouver une solution. C'est une solution qui est amenée par ces chercheurs, mais aussi si on peut faire une combinaison des différentes solutions, c'est-à-dire à la fois réduire notre CO2 et capter celle-là, on peut revenir effectivement peut-être à une concentration dans l'atmosphère des CO2 qui sera moins impactante sur les océans et sur les écosystèmes et les coraux et autres. Donc oui, il y a des travaux qui sont faits actuellement, mais pour l'instant, ça n'a pas encore été validé. Je demande à ma collaboratrice qui est plus au courant de ça. Mais oui, il y a de la recherche qui se fait là-dessus. Alors, j'ai une question qui arrive par écrit de la classe de Solène Leblond qui vous demande quel est l'océan le plus acide?
Alors ça, c'est une très bonne question aussi. Je pense qu'en fait, nous, on a ces mesures d'acidification partout dans le monde avec des bouées. Globalement, on peut dire que le pH est en moyenne similaire partout. Évidemment, comme je l'ai montré, il y a des petites zones où il y a par exemple des zones hydrothermales où on a une production plus importante. Donc, on va avoir plus de CO2, donc on a une acidification plus importante dans ces zones-là, vraiment localement. Mais on sait aussi que les phénomènes de mouvement des océans peuvent changer aussi le pH. Donc là, pour te répondre, je dirais qu'ils sont tous à peu près de manière générale à un même pH, parce que c'est vraiment les océans, c'est énorme en termes de masse. On a vraiment une descente de pH partout, c'est observé partout. Mais par contre, dire le plus acide ou le moins acide, c'est très délicat. Par contre, on sait que, par exemple, sur les zones qu'on appelle upwelling, où on a des échanges, les océans, c'est pas simplement fixe, on voit les vagues, mais simplement, c'est des courants aussi, des courants assez énormes qui parlent de l'hémisphère nord, qui parcourent toute une partie qui revient sur certaines zones. On appelle ces zones de remontée d'eau océanique, les upwelling, les zones d'upwelling. Là, on sait effectivement que certaines fois, ces zones de upwelling, comme sur la Namibie ou sur la côte d'Amérique du Sud, on a des zones où on a des pH qui sont plus bas que la moyenne générale. Donc, moi, je dirais qu'effectivement, elles sont toutes à peu près au même niveau, même si dans les eaux froides, comme dit ma collaboratrice Elina qui est à côté de moi, peut-être on le voit encore plus, mais sinon, c'est de manière générale, c'est assez homogène, avec certains endroits, les eaux froides, les zones de upwelling, les zones où il y a ces zones hydrothermales, où on a un pH un peu plus bas. Alors, j'active le micro dans la classe d'Annick Groeli. Quels sont les types d'espèces affectées par l'acidification des océans? Je ne vous entends pas très bien. Ma question serait, quels sont les types d'espèces affectées par l'acidification des océans? Affectées, c'est bien ça? Oui. Oui, donc comme je l'ai montré, c'est très disparate. Vraiment, les espèces marines vont être très différemment affectées. À mon sens, mon avis personnel, je pense que ce sera les organismes calcifiants qui ont cette structure calcique, parce qu'elles vont être corrodées par la descente de l'acidification, comme je l'ai montré, du pH, pardon, mais aussi il va y avoir une disponibilité moins importante de ces carbonates de calcium. Ce carbonate de calcium qui les aide à construire cette structure calcaire ou calcique. Donc effectivement, j'aurais tendance à dire plus ces organismes-là. Mais d'autres aussi organismes seront affectés. Mais les coraux, les bivalves, des travaux ont montré qu'effectivement seront très affectés par cet impact de l'acidification des océans. Alors, il y a justement une question par écrit à ce sujet de la classe de Delphine Piras qui vous demande en quoi est-ce grave que les coraux perdent leur couleur? Ah, mais c'est pas que la couleur, le problème c'est la structure. Le problème il est là, c'est qu'on va avoir des coraux qui vont pas. C'est comme si on vous enlevait la colonne vertébrale ou vous aviez des petits problèmes sur votre colonne vertébrale, et donc ça joue sur son bien-être. Et donc les coraux vont avoir un aspect structure qui va être très 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 changeant. Au niveau de la reproduction aussi, il y a des travaux qui montrent qu'ils vont avoir du mal à se reproduire parce que ça peut être à la fois asexué en coupant des petits morceaux, effectivement il y a une recroissance, mais ils ont besoin de ce calcium pour grandir. Ou si c'est via la voie sexuée, donc il va y avoir des petites larves qui vont être relâchées, et si elles n'ont pas le support, ou si on agit sur la façon dont elles vont trouver leur support, s'il y avoir du mal. Donc là, ce n'est pas uniquement un problème de couleur, c'est un problème de structure. Et le rôle des coraux, c'est pas uniquement le côté joli, effectivement, c'est le côté structure. Quand vous voyez une île avec un récif corallien qui est tout autour, elle protège les îles des vagues, des changements des océans. Et donc, effectivement, c'est vraiment un aspect protection, un aspect tourisme. Et donc, les gens qui vivent dans les îles vont être vraiment plus touchés par ce problème-là. Donc, c'est pas uniquement le côté ah, c'est beau, c'est joli dans l'eau, ça a vraiment un côté structure, un côté fonctionnel. Ce qu'on appelle un système écosystémique. C'est vraiment le corail a une fonction vraiment très importante, pas uniquement le côté beauté ou organisme vivant et on passe à autre chose parce qu'il n'est pas là. Non, c'est vraiment un côté de service pour la population humaine. Alors, il y a une question de la classe de Florian Charit du lycée Picasso
qui vous demande quel est votre parcours scolaire. Ah, alors déjà, je suis ingénieur agronome. J'ai été intéressé par l'environnement en général. Et puis, quand j'ai commencé à continuer mes études, je me suis dit, bah, j'aime vraiment le milieu marin. J'ai été toujours proche de la mer, même si je suis originaire de Bruxelles, donc je suis belge à la base. Et j'ai toujours été intéressé, j'ai voulu faire quelque chose. Et donc, je me suis dit, je vais essayer de voir comment je peux étudier l'impact de nos changements, de nos actions, du changement climatique, de la pollution sur les organismes marins. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait ensuite une thèse en biologie marine, en écotoxicologie, ce qu'on appelle l'étude effectivement des effets des contaminants ou des polluants sur les organismes marins. Et ensuite, je suis parti à différents endroits pour apprendre plus sur différents organismes, sur différentes techniques, pour enfin travailler ici où je fais la même chose. J'essaye de comprendre l'effet des changements, des stress environnementaux sur les organismes marins. Et plutôt sur ce qui est, moi je suis plutôt un spécialiste qui travaille sur les bivalves, les huîtres, mais aussi les poissons. Voilà. Alors, j'active le micro dans la classe de Sabine Delbar. Alors, Sabine, j'ai pas de son. Donc, oui, désolé, c'est une question de Bastien. Bonjour. Quel type de biodiversité est premièrement impacté par l'acidification des océans? Alors, comme on revient là-dessus, c'est très compliqué comme question. Là, on a des expériences qui sont sur différents organismes et donc on a une réponse déjà à notre niveau, savoir quels sont les organismes qui seront le plus touchés ou le moins touchés. Ensuite, comme vous savez, les écosystèmes marins c'est une collection de différents types d'organismes et donc on essaye d'estimer et on pense effectivement que ce seront par exemple les récifs coralliens qui seront touchés de manière plus abrupte, mais on n'en est pas sûr. Effectivement, on essaye de comprendre, les scientifiques essaient de monter à des échelles plus grandes que les petits aquariums. Comme je l'ai montré, il y a des zones où on permet de voir ce qui se passe. Et donc, on va avoir des changements, on pense qu'on va avoir des changements de biodiversité un peu partout, mais les plus touchés, à mon sens, je dirais peut-être les récifs coralliens, oui, puisqu'effectivement, il y a cette présence importante de coraux qui peut être touchée par ce système. Je voulais juste rajouter, comme je profite de ta question pour le rajouter, il n'y a pas que l'acidification des océans qui est un problème, c'est l'action conjointe, donc le réchauffement climatique dont j'ai parlé avec cette augmentation de CO2 dans l'atmosphère. Les eaux vont chauffer, les pH vont descendre et sur les zones côtières aussi, on va avoir à cause de l'eutrophication peut-être aussi des problèmes de présence d'oxygène. Et donc maintenant, les chercheurs essaient de comprendre aussi l'effet combiné, les stress multiples en même temps sur les organismes. Et donc là, dans le contexte de cette présentation, on se focalise sur l'acidification des océans, mais comprenez bien que c'est un mélange. Effectivement, ce n'est pas que l'acidification des océans qui met en péril les océans. J'active le micro dans la classe de Nera Benmami Tapka. Bonjour, je me présente, je m'appelle Khadija Beji, je suis en seconde. J'aimerais bien, s'il vous plaît, que vous me répondiez à une question. Pourquoi la prolifération des microalgues est-elle nuisible à l'océan? Alors, les microalgues, c'est une bonne question. Mais en fait, sur le principe, c'est une bonne chose au départ, la production de microalgues dans l'océan, parce que c'est le début de la chaîne trophique, donc le début de ce qui nourrit tout le reste. Donc au départ, c'est pas mauvais. Mais quand il y a une concentration excessive, ben, ça peut être un problème, parce qu'effectivement, outre le fait que ça puise des nutriments, ça puise aussi de l'oxygène. Et donc, je parlais des zones en côte, par exemple, sur les côtes, ça peut être un problème. L'augmentation de ces algues peut être un problème parce qu'il ne va plus y avoir d'oxygène pour les consommateurs, pour les poissons, pour les bivalves. Et donc là, on va avoir des mortalités qui apparaissent. D'autre part, il y a des algues qui sont très intéressantes par rapport à cette chaîne trophique dans l'océan, mais il y a d'autres aspects, c'est qu'on a aussi des algues qu'on appelle toxiques. Sur la côte américaine, on parle de red tides, donc c'est comment on dit ça, du plancton rouge, ça donne un aspect rouge sur la mer, et ça, en fait, effectivement, c'est présent avec des toxines. Elles contiennent au sein de leurs cellules, c'est des cellules, et donc au sein de ça, on a des toxines, et ces toxines sont néfastes à la fois pour les organismes qui vivent autour ou pour les gens qui habitent sur les côtes. Donc,
là, on a deux aspects, à la fois une surproduction à cause du problème qu'on va avoir moins d'oxygène dans la colonne d'eau et dans l'environnement, ou de la présence de toxines aussi dans certaines souches d'algues. Alors, une question qui nous vient par écrit de la classe de Solène Leblond, qui vous demande: est-ce que des espèces ont déjà disparu à cause de l'acidification des océans? Alors, on ne sait pas, je pense que non. Par contre, on a déjà montré que dans l'industrie des huîtres, une grande industrie sur le nord-ouest des États-Unis, on a eu une chute complète de la production d'huîtres à cause de l'acidification. Donc là, il y a eu ce qui est intéressant, c'est la première fois qu'on a montré qu'effectivement l'acidification causait des problèmes à une industrie, hein. C'est la production d'huîtres pour les gens qui vivent ou pour le commerce local et international à ce moment-là. Et donc, on s'est posé les questions et donc il y a eu des actions, non pas que par les biologistes, mais par les politiques pour essayer de trouver une solution et de voir comment on pouvait venir là-dessus. Comme c'était de l'aquaculture, ils ont trouvé des systèmes plutôt techniques pour essayer de limiter ces chutes de pH. Et donc, effectivement, maintenant, on a une industrie qui subit. Mais donc, là, c'était la première fois qu'on voyait cet effet de l'acidification. Et donc là, on n'a pas, à mon sens, on le sait par exemple que dans les zones où on a ces fonds hydrothermaux, où on a cette production de CO2, ces vents, là, on sait effectivement que c'est un écosystème particulier, mais on sait que certaines espèces ne sont pas présentes par rapport à ce qu'il y a 3 km plus loin. Et donc, effectivement, là, c'est aussi, on a les preuves que l'écosystème va changer. Par contre, on n'a pas d'extinction proprement dite qui ont été prouvées pour l'instant sur d'autres endroits. Mais j'espère que ça ne se passera pas, évidemment. Alors, plusieurs questions par écrit de la classe de Delphine Piras, qui vous demande en particulier: l'acidification des océans est-elle réversible? Alors, très bonne question. D'après les modèles, non, mais on peut la limiter. Je pense que ça, c'est la meilleure réponse que je peux vous donner. C'est effectivement avec la présence actuelle de CO2, on peut réduire le CO2. Il y a des moyens dans l'atmosphère et donc ça va réduire cette descente, cette acidification des océans. Et donc, à un moment, on peut peut-être la stabiliser. Mais la mettre dans l'autre sens, je ne pense pas. Attendez, je vais demander à mes collègues. Non, hein. On peut peut-être la limiter avec nos actions humaines, les actions humaines, ou comme on parlait tout à l'heure, des systèmes peut-être qui vont permettre de puiser à un moment ce qui est dans l'atmosphère, mais je ne pense pas qu'on va pouvoir. Là, on peut la limiter, en tout cas, c'est sûr. Parce que si on continue comme ça, effectivement, c'est sûr qu'elle descendra. Alors, j'active le micro dans la classe d'Annick Groeli. Bonjour, je m'appelle Ryan, je suis en 3e A et je voulais savoir, est-ce que les organismes et les écosystèmes s'adapteront-ils si certaines espèces comme les coraux disparaissent? Alors, c'est très, très intéressant comme aspect, l'adaptation. L'adaptation est une grande question actuelle pour les chercheurs qui travaillent comme moi dans un laboratoire où on essaie de comprendre s'il y a des espèces, effectivement, au sein d'une espèce, est-ce qu'il y a soit le côté génétique, est-ce qu'il y a des coraux qui vont pouvoir résister? Et donc, comme je parlais des espèces qui vont réagir différemment, peut-être qu'on aura peut-être des coraux encore, mais ce ne seront pas les mêmes, ce ne sera pas la même proportion de chaque espèce. Et donc, effectivement, le côté adaptation, on essaie de comprendre. Est-ce que finalement, comme le rythme de l'acidification a un certain taux de diminution, est-ce que certaines espèces ne vont pas pouvoir mieux réagir que d'autres? Et donc ça, c'est toute la question au niveau des écosystèmes et on n'est pas encore capable de le dire. Mais il y a des travaux très importants qui se font aux États-Unis et en Australie sur ces super coraux qu'on appelle des coraux qui pourraient être adaptés à des concentrations ou à d'ions hydrogène, donc la diminution de ce pH, et voir si ils auront plus de capacité dans les futurs scénarios à résister là-dessus. Et donc, il y a pas mal de recherches là-dessus actuellement. Mais je ne peux pas te dire exactement comment ça va se passer. C'est ça le problème, c'est que on sait que ça va agir, on sait que ça va avoir un problème, mais on ne sait pas exactement avec les modélisateurs vont pouvoir déterminer le taux d'acidification ou comment ça va évoluer. Mais les biologistes ont du mal vraiment à déterminer, tiens, ce sera un écosystème comme ça, il y aura moins de coraux, ça on le sait, mais quelle proportion? Est-ce qu'il y en aura toujours?
Ça, c'est des choses qu'on ne sait pas dire actuellement. Une question qui nous vient par écrit de la classe de Florian Charit, qui nous demande quels sont les risques pour l'environnement en cas de non-régulation du CO2. Ah ben là, c'est effectivement, c'est ce qu'on espère qu'il ne se passera pas, c'est d'avoir une diminution drastique. Il y a des modèles, là, je n'ai pas montré les données, mais je ne sais pas si vous avez entendu parler du GIEC, qui est un groupe d'experts qui se réunit tous les 2 ans, 4 ans, et qui sont en contact continuel pour essayer de déterminer comment va être l'impact de si on continue comme actuellement. Et donc, on sait qu'on va avoir des pH qui vont descendre drastiquement. Et là, même si on fait quelques petits efforts, on va toujours aller vers une diminution. Donc vraiment, il faut agir dès qu'on peut. Et actuellement, c'est vraiment l'action des scientifiques pour essayer de partager ça avec les politiques. C'est très difficile de passer le message des fois. Et donc, c'est vraiment de dire, il faut vraiment réduire. Parce que sinon, même en réduisant un tout petit peu, ça ne suffira pas pour améliorer la situation. Donc voilà, il faut pousser. Et donc les actions individuelles jouent aussi. Même si on pense que ce qu'on fait nous, ça ne suffit pas, il faut malgré tout le faire. Alors, j'active le micro dans la classe de Nera Benmami Tapka. Alors, j'aimerais savoir comment peut-on obtenir une solution aqueuse de pH 8,2? Ah ben, elle n'est pas acide. Elle n'est pas acide. On dit qu'on va augmenter l'acidité. Donc, l'eau est, par exemple, à 8, qui est normalement plutôt une base. Hein. Donc, le neutre, c'est à 7 sur l'échelle. On est sur du 8 actuellement dans l'eau de mer, 8, 8.1, 8.2 en fonction des régions. Mais donc, on ne parle pas de solution acide. La mer est plutôt basique. Et donc, on va réduire l'acidité. Donc, c'est vraiment le mouvement d'aller vers quelque chose de plus acide. Mais pour l'instant, on n'est pas dans l'acide. Par contre, les modèles disent qu'on va descendre à 7,4, 7,7, 7,4, en fonction des zones. Il y aura une variabilité au niveau des zones, mais donc on ne sera toujours pas dans une zone acide. On va acidifier les océans et rendre moins acide. Non, pardon, très bonne question. C'est pas moins acide, on va réduire l'acidité. Mais c'est très très bien. Effectivement, on n'est pas dans une eau acide pour l'instant, on réduit le pouvoir hydrogène. Donc on va aller vers ce qui est plus neutre et peut-être passer après 7, on passe dans ce qui est acide. C'est pour ça que je voulais vous montrer le côté acidité, parce que c'est un terme, effectivement, on n'est pas dans une eau acide. Est-ce que cela répond à votre question? Oui, merci. Ok, très bien. Très bonne question. Alors, une question de la classe de Solène Leblond qui vous demande, est-ce que le pH des fleuves s'acidifie aussi? Ah, très bonne question aussi. Alors, l'eau douce est déjà alors, sur l'échelle du pH, elle est à environ, elle est plus acide que l'eau de mer. Donc, on est vraiment sur des pH de 7. Et le mécanisme est différent. Par contre, effectivement, on peut avoir des effets locaux. Et dans le passé, dans les années 80, on en parlait de pollution. Donc, c'était une acidité qui n'était pas liée, non pas à l'extraction, à l'effet tampon avec le CO2 atmosphérique, mais c'était plus des pluies acides. Donc, on avait une acidification des lacs dans l'hémisphère nord qui était due uniquement à des pollutions type hydrogène, sulfure, qui provenaient d'usines ou de production en général industrielle. Et donc, on avait un cycle qui allait vers l'aspect atmosphérique dans l'air, et ensuite on avait des précipitations qui amenaient l'acide dans les terres et donc aussi dans les lacs. Et donc on avait une acidification, et là on se posait la question. Mais ce n'est pas le même mécanisme en termes de biologie. La réponse des organismes dans les fleuves sont différentes, puisqu'effectivement on n'est pas sur... on aura l'aspect corrosif, sans doute, mais on n'aura pas le cycle avec la disponibilité des carbonates. Donc c'est deux choses différentes. Moi, je travaille plus sur le côté marin, donc je peux plus parler là-dessus, mais effectivement, on avait des acidifications des lacs dans les années 80, et donc le système, effectivement, est potentiel, mais ce n'est pas le même mécanisme, ce n'est pas le même cycle géochimique. J'active le micro dans la classe de Sabine Delbar. Alors, la classe Sabine Delbar, je ne sais pas si vous nous entendez. Donc, c'est la question que tu voulais poser. Alors, vas-y.
Ben, est-ce que d'autres gaz acidifient l'océan? Oui. Alors, c'est plutôt ce qu'on appelle l'acidification des côtes. C'est pas le même phénomène, c'est la même chose que les autres. Ce sont des gaz qui sont type les NOx et les SOx, c'est donc des sulfates ou des nitrates qui sont, c'est pas le sulfate nitrate en lui-même, mais c'est le cycle de l'azote qui va être perturbé par la pollution atmosphérique que l'air industriel, que les hommes peuvent faire. Donc on va avoir des acidifications effectivement des eaux, mais qui ne sera pas ce qu'on appelle l'acidification des océans avec le côté du CO2 qui est relâché, qui est pompé par l'océan. Mais on peut avoir un aspect conjoint. Donc ce sera plus local comme type d'acidification. Mais ça peut se faire, effectivement. Une question qui nous vient par écrit de la classe de Florian Charit, qui nous demande dans combien de temps l'acidification des océans aura un impact sur la vie humaine. Ben, comme je l'ai dit, sur l'industrie aquacole, donc la production d'huîtres aux États-Unis, ça a déjà eu un effet. Léger, on a pu le réduire, mais ça a causé une perte de revenus énorme à des sociétés et donc effectivement aux employés qui étaient là-dessus. Donc on avait effectivement un problème. Mais là, sur le futur, ben, on espère le plus tard possible, hein, parce qu'effectivement, on ne sait pas dire pour le reste de la population, mais on sait que à long terme, si on continue comme ça, effectivement, il y aura un effet sur les populations. Alors, d'autres questions par écrit de la classe de Solène Leblond qui vous demande sur la technique. Quel est le nom de votre instrument pour mesurer le pH et à quelle fréquence effectuez-vous les mesures? Ah, c'est très bien ça. Donc en fait, on a des sondes pH. On a des sondes pH, c'est des sondes qui mesurent ce pH. Alors on a à la fois un pH mètre classique, c'est une électrode d'argent, c'est des chimistes en fait, c'est des petites, une petite sonde avec un électrode et on va essayer de la calibrer, on va essayer de voir ce potentiel hydrogène, de mesurer l'activité ou la concentration de ces ions d'hydrogène. Donc ça, c'est la partie la plus technique. Dans mon laboratoire, effectivement, on a ça. Par contre, on a aussi des systèmes qui s'appellent le spectrophotomètre. C'est une autre machine qui permet à la fois avec c'est la loi, c'est l'absorbance à travers un flux. Il faudrait peut-être voir avec vos profs de chimie, mais donc on va effectivement, grâce à des colorants et à une mesure différente, à différentes longueurs d'onde, on va pouvoir déterminer aussi le pH grâce à ça. C'est pas de la colorimétrie, mais c'est proche, c'est de l'absorbance. Et enfin, on a aussi des mesures qui se font avec des sondes qui sont sur le terrain, sur les bouées dont je vous ai montré une photo, ou qui sont à bord de bateaux. Et donc, on va effectivement, avec ces mesures, ça va être une mesure plutôt aussi, je pense, assez rapide du pH, qui va être calibrée par d'autres instruments. Donc, on va avoir ces trois types d'approches pour mesurer le pH dans l'eau. Alors, il y a une autre chose qui est possible, mais ça, ce n'est pas au niveau de l'acidification, c'est qu'on a aussi ce qu'on appelle des petites languettes de pH, languettes à pH, je ne sais pas comment on appelle ça, mais ça, effectivement, ça va être très compliqué parce que les variations, comme on l'a dit, sont très faibles et donc ça ne va pas être possible. Ça va être possible si vous mettez sur un citron ou sur de l'eau de Javel, vous allez avoir des pH différents, mais on ne pourra pas voir et de manière très précise cette mesure de pH. Et donc, il y a beaucoup d'efforts là-dessus pour essayer de mesurer ce pH dans l'eau. Et aussi, on mesure d'autres paramètres avec l'alcalinité, par exemple. C'est tous les composés alcalins qui sont présents dans l'eau. Ça permet aussi de voir comment évolue la chose dans l'océan. Et donc, la deuxième partie de la question, c'était à quelle fréquence effectuez-vous ces mesures? Et donc, la fréquence, mais ça dépend. Ça dépend en fait sur les bouées, ça peut être toutes les 2 semaines, toutes les semaines. On peut même faire toutes les 20 minutes. On a des collaborateurs qui veulent étudier sur ces zones naturelles. On peut effectivement avoir une fréquence et ça, c'est juste programmer la sonde avec ça. Ou quand on y va, par exemple, dans mon cas, quand je fais des expériences, je vais le mesurer en début de semaine, en milieu de semaine, en fin de semaine. Et ça dépend de l'expérimentateur, qu'est-ce qu'il veut voir. Donc, ça dépend vraiment du type de question. Si vous voulez avoir la précision pour voir l'évolution, il faut y aller très souvent avec des systèmes automatiques, c'est beaucoup plus simple et ça vous permet d'avoir vraiment une parfaite connaissance du pH dans un endroit. Par contre, si c'est comme moi, pour voir l'effet du pH, on va le faire à moindre mesure et moins fréquemment. Alors, j'active le micro dans la classe de Nera Benmami Tapka. Oups, pardon. Activé. C'est pas la bonne classe, pardon. Voilà.
Rebonjour, monsieur, nous avons parlé tout à l'heure concernant les moyens possibles de transformer la concentration de CO2 à des fins plus écologiques. J'avais d'autres questions à vous poser. Déjà, on sait que les vertus des coraux ne sont pas indispensables. Le monde marin et son écosystème ne disparaîtra pas donc entièrement. Parce que c'est le but même des êtres vivants de s'adapter au changement et d'évoluer avec. Mais est-ce qu'avec les quelques systèmes que vous avez affirmé la possibilité tout à l'heure, on pourra s'en sortir facilement? Mais le problème principal n'est-il pas le réchauffement climatique? Ne serait-il pas la cause de tout cela et répondre à ce problème ne serait-il pas la solution? Alors pourquoi s'occuper des conséquences du réchauffement climatique à la place de répondre aux réels problèmes? Ah, c'est une super question. Je suis très ravi. Déjà, la première était très bonne, mais alors celle-là c'est un très bon avis. Alors, moi, je vais répondre personnellement parce qu'effectivement, je ne sais pas tout sur le monde et comment réagir là-dessus. Moi, je pense que simplement, effectivement, on a plein d'impacts sur l'environnement. On peut s'adapter, effectivement, on peut s'adapter. Mais si on peut évoluer avec cet environnement et le garder dans un état correct où effectivement certaines populations dépendent réellement de cette, parce que nous effectivement à notre étape on pourra s'adapter facilement, mais il y a des populations qui ont beaucoup plus de mal à s'adapter. Donc si on peut agir à notre niveau, je trouve que c'est une bonne chose. Les moyens dont on parlait tout à l'heure pour puiser, c'est une solution qui pourrait être effectivement à notre niveau, mais qui pourrait aider d'autres personnes. Moi, je pense qu'effectivement, il ne faut pas passer uniquement à soi en se disant oui, on va s'adapter, tout va être possible. Si on peut agir, et si ça change, effectivement, on s'adaptera. Mais je pense qu'effectivement, si on peut avoir, et pour vous, pour vos enfants, pour vos arrière-petits-enfants, effectivement, un monde qui est dans un état, qui est en bon état, moi, je pense que ça peut jouer à la fois sur la production de CO2, mais sur plein de choses. Au jour le jour, on peut effectivement faire des efforts pour que ce soit mieux. Effectivement, c'est difficile de déterminer l'impact, mais nous, en tant que scientifiques, c'est une façon de dire, OK, si on va dans cette direction, c'est vers ça qu'on ira. On aura d'autres choses, on aura sans doute quelque chose de différent, mais peut-être qu'on a intérêt à garder ce qui est actuellement, parce qu'il y a des choses qui peuvent être utiles, notamment si on a des produits de la mer ou un écosystème qui protège certaines populations, effectivement, ça peut être un déclenchement assez important. Donc je pense que oui, on peut s'adapter, mais je pense qu'on peut aussi malgré tout agir pour garder au maximum ce qu'on a actuellement.